Depuis 14 ans, mes entreprises ont fait plus de 250 millions de dollars de CA cumulés l'an dernier. Et si je devais tout recommencer à zéro aujourd'hui, c'est le concept le plus important à apprendre, n'est-ce pas? Clairement, pas de tactique ou de tunnel de vente. C'est en fait un ratio. Une fois compris, vous ne verrez plus le business de la même façon. Selon moi, il y a beaucoup de gens sur le marché proposant diverses méthodes, mais ici, il s'agit d'un meilleur modèle. Mais ces méthodes deviennent obsolètes. Ces méthodes magiques sont l'astuce pour tes DM. Tu trouves une nouvelle façon de rendre ton contenu viral avec un nouveau hashtag. Peu importe, tu vois? Ce sont des méthodes, ce sont de petites tactiques, mais tout cela change tout le temps. Ce qui perdure, ce sont les modèles, l'économie même de l'entreprise, n'est-ce pas? Et c'est ça le moteur qui alimente tout le reste. Tout le monde aime parler de marketing, de contenu, de branding, etc. Mais tout cela n'a pas d'importance si vous manquez d'argent. Alors, voyons la règle numéro 1 en affaires, ne pas faire faillite. Qu'est-ce qui l'empêche? Le flux de trésorerie. Si tu gères ton flux de trésorerie, tu peux rester en affaires indéfiniment. Tu peux continuer à jouer. En Silicon Valley, ils réussissent en gonflant leur trésorerie via des fonds extérieurs. Pourtant, 99% des entrepreneurs n'ont aucun investisseur et s'autofinancent. Si ton entreprise actuelle ne repose que sur sa trésorerie, tu devrais veiller à bâtir une structure génératrice de flux de trésorerie afin de rester en activité. Je vais t'expliquer le concept qui a propulsé ma carrière d'entrepreneur. Pour l'illustrer, je vais te raconter l'histoire de 2 entreprises. Et cette histoire, c'est en fait sur cette idée que j'ai bâti, tu sais, ma richesse. Cela a fait de moi un multimillionnaire, donc ça mérite sans doute qu'on s'y attarde un peu. Quand j'ai débuté dans le fitness, il faisait des LBO. Dans le milieu de la finance, c'est un rachat par levier, mais pour les patrons de salle, c'était une offre à faible barrière d'entrée. C'est ça, c'est ce que ça voulait dire. On appelle ça une offre à petit prix. Il lançait ses programmes à 21 $ pour 21 jours. C'était la norme dans l'industrie. Tout le monde faisait ça. On recevait 21 $ pour 21 jours. Puis on tentait de les convertir en abonnement à 99 $ par mois. C'est ça. Et ça prenait 21 jours. D'accord. Ce que nous avons commencé à faire, c'est lancer des challenges de 6 semaines. Et avec nos challenges de 6 semaines, on encaissait 600 $ dès le premier jour. Ensuite, on vendait pour 200 $ supplémentaires de compléments alimentaires dans les 48 heures suivantes. Puis, à la 3e semaine, on leur demandait de payer l'année à l'avance. Donc, on encaissait encore 2000 $. Bien sûr, ce n'est pas chaque personne qui acceptait tous ces upsells, mais en moyenne. On arrivait assez facilement à environ 1000 $ au cours des tout premiers 30 jours. Comparez l'écart économique entre 20 et 1 $ en 30 jours et 1000 $. Donc, si ces 2 personnes ou ces 2 entreprises sont en concurrence sur le même marché, qui est littéralement une enchère d'attention publicitaire, à votre avis, qui peut dépenser plus que l'autre, celui-ci, et de loin? Quand nous sommes arrivés, nos salles de sport utilisant notre modèle, peu importe la plateforme publicitaire, pouvaient facilement dépenser plus que la concurrence. L'entreprise qui parvient à gagner plus d'argent que ses concurrents l'emporte. C'est ainsi que gagner plus grâce à vos clients signifie que vous pouvez dépenser davantage pour les acquérir, ce qui vous donne, en fin de compte, un véritable monopole sur l'attention. Parce que, réfléchissez-y, chacun de ces regards fait l'objet d'une enchère en temps réel chaque jour. Si je peux dépenser plus que tout le monde sur mon marché et servir tous ces clients, devinez ce que je peux faire. Je peux acheter tout l'espace publicitaire et avoir un monopole légal sur ce marché, parce que je peux simplement dépenser plus que tout le monde. Pas d'effet de réseau ou d'exclusion par les prix, rien à voir. Mieux, je gagne plus par client, donc je peux payer plus pour acquérir. Je ne les concurrence pas par les prix. C'est tout le contraire. Je concurrence en ayant un meilleur modèle. Ils perdraient donc de l'argent car l'acquisition d'un client leur coûterait toujours environ 100 $. Payer 100 pour gagner 21, c'est très fréquent en affaires. Et ainsi, un tiers des gens achetaient l'offre à 99 $. Ça leur coûtait donc 300 $ pour un abonnement de 99 $ durant 6 mois en moyenne. Ce n'est pas un très bon business, mais c'était la norme dans l'industrie. Mais pour nous, nous gagnions plus de 1000 $. Avec 300 $ et une meilleure offre moins coûteuse, nous pouvions acquérir des clients en restant rentables tout au long de cette période. Si l'on compare ces 2 entreprises, la première a-t-elle un budget marketing? Bien sûr, car tu dois limiter tes dépenses pour acquérir des clients, car leur acquisition te coûte cher.
Il faut se dire qu'on est prêt à dépenser 4 000 $ pour avoir 40 personnes qui achètent notre produit à 21 $. C'est ce qu'on dépense pour les ajouter à notre revenu récurrent et ensuite on pourra peut-être dépenser 5 000 $ le mois suivant. Mais il faut établir un budget. Maintenant, dans le deuxième scénario ici, quel est notre budget marketing pour cette entreprise? Eh bien, si cela vous coûte 100 $ pour en gagner 1000, quel est votre budget? Vous dépensez autant d'argent que possible tout en gardant ces chiffres. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ce qui m'a permis de financer l'ouverture de chacune de mes salles de sport quand j'en avais. Au-delà de la première et d'ouvrir toutes les autres à pleine capacité dès le premier jour, ce qui n'est pas courant. Donc en gros, voilà à quoi cela ressemblerait. Je mettais 5 000 $ sur un compte bancaire et je signais un bail. Ensuite, je commençais à diffuser des publicités à 100 $ par jour, à partir de ces 100 $ de publicité par jour. J'avais 10 prospects grâce à ces publicités, et parmi eux, je savais que j'allais en conclure avec 2 d'entre eux. Avec ces 2 prospects, je savais ce que j'obtiendrais. Disons 600 $ chacun. Donc, j'obtenais 1 200 $ immédiatement à partir des 100 $ que j'avais dépensés plus tôt dans la journée. Alors, que va-t-il se passer avec mon compte bancaire? Eh bien, j'étais à 4 900 $, mais maintenant j'ai 1 200 $ de plus. Donc maintenant, mes 4 900 $ deviennent 6 100 $ et je répète le cycle à nouveau demain. Maintenant, si je faisais ça tous les jours, alors je gagnerais un supplément, disons 30 000 $ de bénéfices le premier mois. Mais j'étais un gars rusé, très rusé. Et donc, au lieu de dépenser 100 $, je dépensais 500 $ chaque jour. Et puis, avec cet argent, il y avait quelques inefficacités qui se produisaient. Parfois, le coût des prospects augmentait, etc. Mais j'arrivais généralement à générer plus de 100 000 $ de ventes pendant cette période à partir d'une seule salle de sport. Et donc, avec ces 100 000 $, devinez combien ça coûte d'ouvrir une salle de sport? Un peu moins de 100 000 $. Et donc, j'ai pu financer l'ouverture de chacune de mes salles de sport. Déposer 5 000 $ sur le compte via cette boîte noire pour obtenir 100 000 $ de l'autre côté dès le premier mois. Ça m'a permis d'acheter le matériel. J'ai fait le sol, la peinture, acheté l'enseigne et installé l'entrée. J'ai eu mes poids. J'ai obtenu tout le nécessaire, le système de son, les produits dérivés, pour qu'à la fin des 30 jours de prévente, je puisse lancer la salle de sport, entièrement équipée et payée par les clients qui commençaient dès lors. Et puis, 6 semaines après cela, nous faisions passer ces clients à un abonnement récurrent. 6 semaines plus tard, l'entreprise était devenue rentable. Et c'est ainsi que, au début de ma vingtaine, j'ai pu ouvrir 6 établissements grâce au flux de trésorerie généré par l'activité. Et en si peu de temps. Donc, le fait est que chaque entreprise peut construire une structure comme celle-ci avec de la compétence. Donc, pour revenir au concept commercial le plus important, voici ce que vous devez savoir. Numéro 1, c'est « Mais alors, quelle est la valeur réelle d'un client ?» Pour vous, sur 30 jours. Je limite cela à 30 jours car c'est le maximum que la plupart des petites entreprises supportent au niveau de leur trésorerie. Vous dépensez et attendez 30 jours pour le récupérer. C'est aussi la période de crédit gratuit que l'on peut vous accorder. Le crédit est gratuit les 30 premiers jours. Votre seule limite est d'en obtenir sans fonds, mais avec un peu d'argent, remboursé sous 30 jours. En règle générale, ensuite, nous savons ce que vaut un client. Nous connaissons le bénéfice brut et notre gain après avoir payé les frais de livraison de nos ventes. La prochaine étape, c'est combien me coûte un client? Maintenant, pour être clair ici, je ne parle pas du coût de livraison. Je parle de combien cela me coûte-t-il de l'acquérir? Donc, combien dois-je dépenser en marketing, en publicité, en contenu, en commission de vente pour faire entrer un client? Et vous devez connaître ces 2 chiffres, le numéro 1 et le numéro 2. Idéalement, le premier doit être supérieur au second. Nous voulons nous assurer de gagner plus avec les clients que leur coût d'acquisition. Et le problème est que si vous ne comprenez pas les chiffres de votre entreprise, vous continuerez à blâmer d'autres choses, n'est-ce pas? Vous accuserez vos méthodes. Facebook ne m'aide pas. La prospection et le contenu ne marchent pas pour moi. Eh bien, imaginez que vous êtes dans ce scénario. Est-ce vraiment un problème avec les publicités Facebook? Est-ce la publicité qui ne fonctionne pas ou est-ce la méthode? Ou est-ce le modèle? Vous avez un problème de modèle. Si vous pouviez gagner 1 milliard avec un client, vous pourriez dépenser 12 centimes pour toucher chaque personne sur Terre en essayant simplement d'obtenir ce client unique. Cette entreprise pourrait dépenser énormément.
Vite, voici un cadeau pour vous. Feuille de route pour atteindre 100 millions de dollars. Mon équipe et moi avons passé plus de 200 heures à décomposer la croissance en 10 étapes distinctes. Nous avons analysé tout ce qui nous a bloqués et comment nous nous en sommes libérés, à chaque niveau de l'entreprise. Pour découvrir à quoi ressemble le produit, le marketing, les ventes, l'informatique et la finance à votre stade actuel, nous vous offrons ce cadeau gratuit. Rendez-vous simplement sur aquazone.com/roadmap pour entrer vos infos d'entreprise. Si vous voulez mon aide pour passer au niveau supérieur, contactez-nous. Je veux vraiment vous aider. Réservez un appel sur la page de remerciement. On organise un atelier mensuel à mon siège. Vous parlerez à mon équipe. Celle qui s'occupe du marketing, des emails, des publicités, des textes, des ventes, des finances et du recrutement. De vrais experts font cela à un niveau élevé. Ils peuvent ainsi identifier et repérer les contraintes dans une entreprise comme la vôtre. C'est donc essentiel. L'espace est limité ici, mais vous pouvez réserver un appel sur la page de remerciement si vous le souhaitez, sans pression. C'est un cadeau, dans tous les cas. C'est totalement gratuit. En fait, j'ai caché les vrais mots de ceci. Heureusement, le monde des affaires a un terme pour cela, la durée de vie. Le bénéfice brut global, c'est-à-dire LTGP. On parle parfois de LTV ou CLV, valeur vie client, valeur à vie. Tous ces termes signifient plus ou moins la même chose. Combien d'argent gagnez-vous après avoir payé les dépenses nécessaires au service client et quel est le profit additionnel que vous réalisez en plus? S'il paie 100 $ et que livrer un sandwich en coûte 20, 80 $ est votre marge brute. 10 fois cela font 800 $ de marge totale. Maintenant, quel est le coût par client? C'est le CAC. C'est le coût d'acquisition d'un client. C'est ce que cela signifie. Très bien. Donc voici notre ratio LTV sur CAC. C'est parti. Maintenant, si vous pouvez faire ce calcul vous-même, je vais vous donner une façon simple de voir les choses. Peu importe si vous n'avez pas ces données. Prenez simplement vos dépenses marketing de l'an dernier et calculez-les sur l'année entière. Tout simple. Regardez la ligne correspondante, vos dépenses en publicité et en main-d'œuvre, comme pour un vidéaste. Vous êtes entrepreneur. Que ce soit en publicité ou en commission, additionnez l'ensemble de vos coûts d'acquisition client, puis divisez-les par le nombre de nouveaux clients obtenus au cours de l'année dernière. Pour 100 clients, ça vous a coûté 100 000 $. Donc cela signifie que chaque client vous a coûté 1 000 $. D'accord, cela devrait être logique. Cela vous donne votre CAC et l'avantage, c'est que le CAC est le plus facile à calculer. Calculez simplement vos coûts par client. Voici la méthode simple, en un clin d'œil, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre total de clients. Maintenant, je veux être clair. Cela va nous donner notre chiffre d'affaires à vie. Regardons notre bénéfice brut. Multipliez ce chiffre par le bénéfice brut. Si un sandwich coûte 20 $ et se vend 100, votre bénéfice est de 80, soit 80%. Multipliez ce chiffre par 80% pour obtenir votre bénéfice brut à vie. Voici la façon la plus simple de calculer le bénéfice brut. C'est une méthode rapide et approximative, mais j'ai remarqué que la méthode du bout de serviette s'avère la plus précise sur le long terme car elle lisse les bons et les mauvais mois. Ça vous donne une vue plus nette sur votre entreprise. Très bien, voici comment faire. Vous regardez les coûts totaux des biens que certaines personnes appellent COGS ou le coût de livraison si vous proposez un service. Donc, si vous avez plusieurs représentants et que vous utilisiez un logiciel pour livrer ou des sous-traitants, c'est le montant que cela vous coûte pour livrer tous les clients sur l'année divisé par le nombre de clients. C'est tout. Cela vous donnera donc votre coût par client. Et donc, si nous prenons ensuite notre chiffre d'affaires à vie, que nous soustrayons notre coût par client, alors nous obtiendrons notre valeur à vie, qui est la marge brute par client. Et c'est une façon très concrète de faire cela. Nous avons donc deux divisions variables simples avec une soustraction simple. Ce ne sont donc pas des mathématiques intimidantes. Et si cela vous intimide, je vous encourage à dépasser cela parce que c'est des mathématiques de niveau cours élémentaire, deuxième année. La multiplication et la division s'apprennent vers le CE2. C'est simple, vous pouvez le faire. Il suffit d'additionner la ligne finale de votre comptabilité, ce que votre comptable fait sans doute déjà.
Regardez simplement vos dépenses publicitaires, vos commissions de vente, ainsi que le total de votre masse salariale hors marketing et vente. Et puis vous additionnez tout cela et vous regardez combien de clients actifs vous avez au total, puis vous divisez. Donc au final, vous allez obtenir un chiffre LTV, un chiffre de profit brut à vie, peu importe, et vous allez avoir un chiffre de CAC. En moyenne sur l'année écoulée, idéalement, vous voulez que le ratio entre ces chiffres soit le plus élevé possible. Maintenant, je vais vous donner 3 points à considérer. Dans le monde du logiciel, les gens très intelligents de la Silicon Valley parlent d'une règle de 3 pour 1. Il faut générer au moins 3 $ de profit brut par client pour chaque dollar dépensé pour l'acquérir. D'après mon expérience en affaires, cela n'est vrai que dans certains cas. Dans un cadre où les 3 piliers de l'entreprise sont automatisés et vous vous demandez peut-être quels sont-ils. D'abord, la génération de prospects doit être automatisée, la conversion aussi, donc les ventes, comment les gens vous paient, d'accord, et enfin la livraison ou l'exécution. Ces 3 composants doivent être automatisés. Si c'est le cas, le ratio de 3 pour 1 fonctionne. Si seulement 2 le sont, disons que celui-ci ne l'est pas, celui-là l'est, et celui-là aussi, il faut passer à environ 6 pour 1. Maintenant, si 2 d'entre eux ne sont pas automatisés et qu'un seul l'est, je pense qu'il faut passer à 9 pour 1. C'est le minimum. Enfin, sans aucune automatisation, avec des humains à chaque étape, le ratio doit dépasser 12 pour 1. Vous pourriez vous dire « Waouh, c'est loin de mes chiffres ». Oui, c'est pourquoi il faut l'améliorer. Et maintenant, vous pourriez vous demander de quel niveau s'agit-il? Ces coches et ces croix, qu'est-ce que cela signifie exactement? D'accord. La génération de leads à fort levier, c'est par exemple créer du contenu ou faire de la publicité. C'est du 1 à plusieurs. J'y vois un fort effet de levier. Ce n'est pas individuel. Aucun travail manuel n'est requis. L'humain ne vous limite pas. Maintenant, si vous faites de la prospection manuelle pour obtenir des clients, là vous seriez limité, n'est-ce pas? Un coefficient viral et un bouche à oreille cumulatif créent un fort levier. Si votre acquisition principale reste la prospection, il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous faites un processus manuel, alors vous allez avoir une croix ici. Vous allez donc devoir accroître votre ratio LTV sur CAC. Pourquoi est-ce nécessaire? Car il y a de nombreux coûts que l'entreprise doit supporter avec sa croissance. D'abord, le coût d'acquisition client augmente sur des marchés de plus en plus froids. Ce coût, croyez-le ou non, finit toujours par grimper avec le temps. Quoi que vous ayez aujourd'hui, croyez-moi, c'est probablement votre meilleur coût par client à ce jour. Car les CPM grimpent, c'est un fait de la vie. Plus de concurrence en vue, c'est un fait de la vie. Même en allant simplement vers des marchés plus froids en augmentant votre budget, vous toucherez des personnes moins qualifiées selon l'algorithme que les premières cibles. Cela coûtera plus cher car il faudra diffuser vos publicités à davantage de monde pour obtenir le même nombre de conversions. Vous remontez ainsi la courbe d'intérêt. En suivant la courbe où l'intérêt diminue, plus vous visez des marchés froids, plus vos dépenses augmentent. De plus, l'ajout de couches d'infrastructure et de management à grande échelle, même si cela s'avère complexe, augmente inévitablement vos coûts opérationnels fixes. Donc vous allez avoir besoin d'une certaine marge en termes de profit brut à vie pour pouvoir vous permettre ce niveau de croissance. Et généralement, les clients qui arrivent plus tard sont moins convaincus par l'idée et valent parfois moins. Ils finissent donc par dépenser moins d'argent au fil du temps. Toutes ces raisons s'additionnent et, concernant la marque X, dès que vous atteignez un certain niveau de saturation avec des personnes à chaque étape, vous saturez la capacité de votre équipe de vente. Avec 5 personnes compétentes qui réussissent, il faudra un jour vendre plus et en recruter une 6e ou 7e. Mais ce nouveau commercial ne sera pas aussi performant que les 5 premiers. Il lui faudra du temps pour devenir bon, pour s'intégrer. Idem pour le marketing. Le nouveau marketeur rejoindra l'équipe et se formera avant de créer du contenu. Idem pour la livraison. Vos comptes clés assurent le service, mais former la relève coûte cher immédiatement. L'entreprise supporte ce poids sans voir de retour sur investissement avant plusieurs mois. Donc si vous êtes à 3 pour 1 et que tout à coup, imaginez ceci, vous êtes à 3 pour 1. Mais ensuite, recruter du personnel marketing et commercial fera chuter vos indicateurs, faisant passer votre rentabilité de juste correcte à probablement nulle.
Donc, nous devons prévoir ces augmentations à chaque niveau de main-d'œuvre manuelle qui entre dans l'entreprise. Ainsi, nous avons une marge de sécurité et un coussin pour la trésorerie afin de pouvoir évoluer. Parce que la règle numéro 1 en affaires, c'est que vous pouvez rester en activité tant que vous avez de l'argent. C'est la règle. L'économie doit le permettre. On aura des inefficacités en grandissant. C'est irrégulier. Recruter des commerciaux peut faire chuter la conversion, mais le modèle doit supporter cela. Si vous êtes le seul vendeur, vous ne pourrez jamais évoluer. Le modèle doit être corrigé. Je pourrais écrire 20 livres et réaliser des films sur ce sujet. Que faire pour augmenter ce ratio? Comment l'améliorer? D'accord, donc voici quelques actions que vous pouvez entreprendre pour gagner immédiatement plus d'argent. La première, c'est tout simplement d'augmenter vos prix. La deuxième, c'est de réduire les coûts. Troisièmement, ajouter des ventes additionnelles. Quatrièmement, proposer des ventes alternatives pour convertir les indécis. Vous gagnez ainsi plus par client en vendant à plus de monde. Cibler tous les budgets permet de maximiser vos revenus. Donc, il faut faire très attention avec les downsells. Proposer du financement pour avancer la trésorerie. C'est un véritable atout pour votre gestion. Vous pouvez modifier les conditions de collecte du paiement. Par exemple, vous pouvez proposer un plan de paiement flexible, mais le travail ne débute qu'une fois que la totalité est réglée. Structurez vos offres pour encaisser l'argent en amont. Vous pouvez aussi faire de la vente croisée en proposant un produit complémentaire plutôt qu'une montée en gamme. Il s'agit en fait de vendre un article différent. Vous vendez un burger avec des frites plutôt qu'un burger plus gros ou de meilleure qualité. En parcourant ces éléments, vous devriez absolument savoir comment appliquer cela à n'importe quelle entreprise. D'accord, je vois. Donc si j'ai, disons, ce livre, c'est parfait. Donc si je voulais appliquer cela, je pourrais augmenter le prix de mon livre. Je pourrais acheter en plus grande quantité pour diminuer le coût du livre. Ou je pourrais négocier de meilleurs tarifs d'expédition. Je pourrais utiliser un support par IA pour réduire le personnel gérant les problèmes de livraison. Je pourrais proposer une version améliorée de ce livre en upsell. Au lieu du livre numérique, je pourrais proposer la version papier en upsell. Ou alors, je pourrais vous offrir les versions audio, papier et e-book de ce livre. Si je voulais faire de la vente croisée, je proposerais un deuxième livre différent. Si j'avais besoin d'un financement, bien qu'on l'évite pour un livre, je proposerais un système pour permettre aux gens de payer cet ouvrage à l'avance. Le downsell est l'inverse de l'upsell. Si mon livre relié est trop cher, je propose une version numérique moins coûteuse. Voilà. Chaque entreprise devrait être capable d'appliquer cela. Je vais le redire car ça en vaut la peine. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une table. Très bien. Donc, je peux augmenter le prix de ma table. Je peux diminuer le coût de fabrication de cette table. Je propose une table de qualité en plus. Donc, je peux dire, tiens, faisons-la en marbre. D'accord. Ou je peux proposer une version en bois ou en plastique à un prix inférieur. Je peux faire de la vente croisée. Des chaises ou des nappes qui vont avec cette table. Je peux ajouter une garantie en vente additionnelle ou croisée, un financement ou modifier les conditions de paiement. Ces éléments augmentent la valeur à vie du client. Si vous ne pouvez pas faire cet exercice, c'est que vous ne comprenez pas assez votre entreprise. C'est possible pour toute entreprise, bien que plus complexe pour les produits physiques. Chaque patron veut des clients moins chers sans admettre les failles de son offre. Ils réclament souvent plus de prospects alors que c'est rarement leur besoin prioritaire. Il leur faut un meilleur modèle pour se permettre des prospects plus coûteux, vous offrant un avantage concurrentiel. Chercher des prospects moins chers vous met en concurrence sur les méthodes, où n'importe qui peut vous copier et surenchérir avec un meilleur modèle. Le modèle est donc votre barrière. Une méthode n'est qu'un simple tour. Ça finira par expirer. Misez donc sur le modèle, cherchez ce qui est à jour. Si les clients coûtent moins cher, foncez. À long terme, il faut un meilleur modèle. Maintenant, comment réduire le coût d'acquisition client? Vous pouvez donc améliorer votre offre. Comment rendre notre offre plus attrayante? Améliorons nos publicités. Donc, il s'agit de meilleure publicité. Pensez-y en termes de volume et de qualité. Comment booster mes pubs? Meilleures accroches? Comment réitérer mes publicités gagnantes? Optimisons aussi la conversion sur nos pages via des tests A/B ainsi que sur notre suivi. Ou les tests A/B, le script téléphonique, la formation de l'équipe si on vend par téléphone, tout cela réduit votre coût d'acquisition client. En plus de cela, nous pouvons aussi viser des CPM moins chers, c'est-à-dire faire de la publicité là où chaque vue coûte moins cher. Encore une fois, réduire le coût d'acquisition client n'est pas forcément la solution. Baisser ce coût, et non le coût par prospect, peut attirer des contacts bon marché, mais de piètre qualité. Il se peut alors que vous n'obteniez aucun client réel en procédant ainsi.
Donc ce que nous voulons vraiment, c'est maximiser notre retour entre ces deux chiffres. Prenons un exemple hypothétique. Supposons que dans le premier scénario, j'ouvre une nouvelle page ici. Prenons donc le premier scénario. Le ratio prêt-valeur est de 5 000 $ et le coût d'acquisition client, CAC, est de une somme de 500 $. Et prenons maintenant le cas du deuxième scénario. Le ratio prêt-valeur se situe à 1 000 $ et le coût d'acquisition client, le CAC, est de 200 $. Quelle entreprise préféreriez-vous avoir? Alors si vous dites « je veux des clients moins chers », est-ce que ça a du sens? Non, car vous en avez 5 pour 1. Ne préférez-vous pas investir 500 $ pour en gagner 5 000 parce que là vous obtenez 10 pour 1? Donc évidemment, cette entreprise, la numéro 1, est la meilleure à posséder, même si elle vous coûte plus du double pour acquérir un client. Nous voulons donc optimiser nos rendements et non pas un chiffre précis. Je veux les prospects les moins chers ou je veux les clients les moins chers. Vous voulez les clients qui valent le plus par rapport à ce que vous payez. Ce concept, si vous arrivez vraiment à l'intégrer et à prendre vos décisions d'affaires de cette façon, parce que je vous le dis, la plupart des propriétaires d'entreprises optimisent pour ça. Ils disent « Oh, on obtient, ça réduit le coût d'acquisition. Publions plus largement. Élargissons le haut de l'entonnoir. » Devinez quoi? Vous aurez plus de clients, mais surtout des indésirables. Vous vous direz qu'ils sont nuls, car vous refusez de payer plus pour de la qualité. Plus le client est qualitatif, plus ce ratio LTV sur CAC augmente. Alors, ne paieriez-vous pas 1 million de $ pour un client qui en rapporte 20 millions? Oui, et parfois c'est exactement ça. Ça coûte très cher, mais on y gagne bien plus. Faut juste accepter de payer le prix. C'est comme ça que fonctionne le vrai business. Tout change dans le business une fois que vous avez compris ça. Tout ce que vous avez à faire pour rester en affaires, c'est d'avoir de la trésorerie. Et pour avoir de la trésorerie, il faut augmenter ce que vous gagnez par rapport à ce que vous dépensez. Gérer ce ratio et le retour sur investissement, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse vous pouvez croître et réinvestir dans votre machine à générer de l'argent. Si vous pouvez dépenser plus que vos concurrents pour acquérir des clients, alors vous gagnez. C'est ce que j'aurais aimé comprendre dès la première année. Alors j'espère qu'à présent, vous le savez.